Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième table ronde. Pour m'accompagner dans cette discussion, mais peut-être encore un peu plus pour m'aider à comprendre le sujet même de cette table ronde, j'ai la chance d'être entouré par 7 invités. Je vais commencer par Patricia Valex. Donc vous avez un parcours d'auteur assez éclectique, de court-métrage, moyen-métrage, fiction et documentaire, et vous officiez maintenant plus précisément sur du cinéma d'animation. Donc vous avez collaboré à Tantilda de Jean-Rémy Girard et Benoît Chieux, Tout en haut du monde, que vous avez coécrit avec Claire Paoletti et avec le réalisateur Rémi Chaillet, et plus récemment encore Pachamama, réalisé par Juan Antin, ou encore le court-métrage Périphéria qui était au César en 2017. Vous êtes là parce que vous intervenez également depuis 8 ans au CEEA. Alors le CEA, je précise, c'est le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, une des 2 grandes écoles parisiennes qui forment aux scénaristes de télévision, qui vient de fêter ses 20 ans, il y a peu. Et vous faites également de l'accompagnement pédagogique dans cette formation, ainsi qu'à La Poudrière, donc sur le cinéma d'animation. Pour continuer sur le CEA, je vais passer à Marc Herpoux. Donc Marc Herpoux, vous avez un parcours qui vous fait plutôt passer par les beaux-arts et faire du storyboard avant de bifurquer vers le scénario de cinéma d'abord, avec Renaud Bertrand. Puis après, vous avez bifurqué vers la télévision avec Philippe Tribois sur L'Embrasement, très beau téléfilm. Et après, vous commencez donc un prolifique binôme avec Hervé Admar. Et on vous doit en particulier Les Oubliés, Pigalle la nuit, Signature, Les Témoins, et plus récemment Au-delà des murs, on en parlait, donc c'est plutôt du France Télévisions et du Arte et du Canal+. Donc on verra qu'il y a quelques absents à cette table au niveau des diffuseurs. On en parlera par la suite. Et par ailleurs, on en parlera, mais vous publiez aussi des posts très drôles sur Facebook et une tribune assez virulente dont on parlera en réponse à Thierry Frémaux. Je vais passer, donc on va continuer d'abord par le biais des écoles. Philippe Lasserie. Philippe Lasserie, donc vous avez réalisé de nombreux courts-métrages et des documentaires. Et vous officiez comme scénariste, aussi bien pour le cinéma auprès de Martin Provost, Hélène Durand-Cohen, Jean-Claude Zimmerman, Didier Bivel, pour ne citer que, mais aussi pour la télévision, aux côtés de Charles Brandstrom, Giordano Giardini, Caroline Champetier. Et vous êtes également co-directeur avec Yves Thomas du département scénario de la FEMIS. Voilà. Donc, qui dit scénario de la FEMIS, on va plutôt dire cinéma. Il me semble, on parlera justement peut-être de ce distinguo. Voilà. Donc, j'enchaîne évidemment avec David Elkaïm, scénariste. Vous êtes connu du public pour avoir travaillé à la télévision. Vous avez co-créé avec Vincent Poimiro, mais aussi le producteur ici présent que nous allons citer par la suite. Les 3 saisons de la série réalisée par Rodolphe Tissot, donc produite par Bruno Naon, je suis obligé de spoiler. Ainsi soit-il. Vous avez collaboré avec Michel Muller sur l'excellente série politique que j'adore, et Nos Présidents, c'est très drôle pour ceux qui ne l'ont pas vu, et porté par la suite sur grand écran, et plus récemment pour le cinéma, Le Meunier hurlant de Yann Le Callec. Vous êtes vous-même diplômé de scénario de la FEMIS, et vous intervenez... Non, c'est pas ça. On ment sur les fiches bio. Non, j'ai été par contre le premier étudiant à proposer une série en fait comme travail de fin d'études et ça a été très très mal vu. Voilà, donc ah oui absolument. Voilà. Parce qu'effectivement c'était donc probablement avant 2013. Voilà. 2013, oui. Grande année pour plusieurs personnes à cette table, mais en tout cas 2013, année de création du département série à la FEMIS. On va en parler tout à l'heure. Donc Bruno Naon, producteur, mais aussi donc crédité comme co-créateur de la série Ainsi soit-il. Vous commencez à produire pour la télévision, d'abord des docs au sein de Zadig, film de Samuel Bollendorf, Jean-Robert Vialet, François Lévy-Kuntz, Cyril Menguin. Puis vous ferez une entrée fracassante en 2012 dans le cinéma avec un doc d'un côté, Les Invisibles de Sébastien Lifshitz, et un film de cinéma, un premier film, Louise Wimmer. Et donc, pour ces 2 films, vous obtenez 2 Césars en 2013. Vos films obtiennent 2 Césars, mais on va faire comme aux États-Unis où les Oscars vont aux producteurs. On va dire que c'est vous qui les avez eus. Une grande année aussi 2013, puisque c'est celle où vous créez votre propre structure de production, unité de production, avec laquelle vous produirez Hope de Boris Lochkin, La vie en grand de Mathieu Vadepied, Spring de Samuel Jouy, Razzia de Nabil Ayouch, Pearl d'Elsa Amiel, etc., etc. Vous n'en délaissez pas pour autant la télévision, car avec Arte, vous venez d'être récompensé au dernier festival Sérimania
pour la série Mytho, écrite par Anne Berest et réalisée par Fabrice Gobert. Donc, il y a eu le prix du public et le prix de la meilleure actrice. Voilà. Et je sais que par ailleurs que vous intervenez aussi ponctuellement dans différentes universités, écoles, etc., etc. Oui, d'accord. Bon, nous en parlerons tout à l'heure. Marie Masmonteil, productrice. Et vous êtes adhérent du SPI. Normalement, j'avais trouvé une transition SPI, adhérent au SPI, et je passe à la présidente du SPI, Marie Cinéma. Attention, parce que là, nous allons réveiller. Non, voilà, mais bon, elle est surtout productrice avec Denis Caro à la tête de Elsevier Film, qui a produit plus d'une vingtaine de films pour le cinéma, aussi bien de Stéphane Giusti, de Radu Mileanu avec Vie et devient La source des femmes, mais aussi Raoul Ruiz, Christian Rouault, César 2012 du meilleur doc pour tout Solarzac, mais aussi, je crois, un goût quand même assez affirmé pour les premiers films. Vous avez produit Party Girl, La fête est finie, Par accident. 3 premiers films, principalement de femmes. On va dire que Party Girl est réalisé par des femmes, même si c'est 2 sur 3. Elsevier compte également une quinzaine de productions d'unitaires, de mini-séries, principalement pour Arte, Canal+, et France Télévisions. Et récemment, donc pour À l'intérieur, vous avez gagné au Festival de Luchon le Pyrénées d'or de la meilleure mini-série et le prix du public. Voilà. Bon. Pas trop d'erreurs pour l'instant, à part une faute sur David Elkaïm, mais encore. Claude Mourieras, il est là, il est tout près de moi. Bon, Claude Mourieras, vous êtes auteur-réalisateur d'une douzaine de films, fiction, documentaire, Le Prêt, la poule et l'œuf, très beau film, et aussi des fictions pour la télévision et le cinéma. Vous avez obtenu le prix Georges Chadoul pour votre premier film et le prix Jean Vigo pour un très très beau film qui s'appelle Dis-moi que je rêve. Vous avez créé au début des années 2000, un drôle de collectif qui s'appelle Tribudum, dont on me parle encore, dont les jeunes gens me parlent encore, les larmes aux yeux. Ça a beaucoup changé leur vie. Et Tribunum est devenu, ou en tout cas ça a été la genèse, la matrice, d'une autre idée un peu folle que vous avez créée en 2015, mais à Lyon cette fois-ci, qui s'appelle la Cinéfabrique, dont on définira un peu plus tard les objectifs, mais qui en gros, dont il me semble la note d'intention était d'offrir aux jeunes issus de classes populaires qui n'ont pas accès aux écoles de cinéma une formation, ou en tout cas un accès à l'écriture pour l'image. Je crois que je n'ai oublié personne. Nous allons pouvoir commencer cette table ronde, si je retrouve mes notes. Alors, le sujet apprendre à écrire pour le cinéma, pour la télévision. Il n'aura échappé à personne qu'en réalité, il y a 2 sujets dans ce sujet. Il y a apprendre à écrire d'un côté et de l'autre, le cinéma et la télévision. S'agit-il d'écriture qu'on peut comparer ? Inutile de le dire, pour ceux qui viendraient ici pour savoir quelle est la meilleure des formations pour accéder au métier de scénariste, à passer votre chemin, on va y consacrer très peu de temps. Je vous renvoie d'excellents ouvrages qui ont été écrits sur la question, notamment le petit recueil de vidéodocs que je laisserai là éventuellement pour ceux que ça intéresse. Pour que ces 2 sujets tiennent en 1h30, il va aussi fatalement falloir restreindre notre sujet quand on va parler de cinéma et de télévision. On va essayer de trouver des choses comparables pour les comparer. Donc on va essentiellement parler de cinéma d'auteur et on va parler, on va dire, de séries plutôt ambitieuses. Je ne sais pas comment on va les nommer. En tout cas, on va éviter de parler des séries de flux, on va éviter de parler des séries industrielles, même si on verra qu'à un moment, la notion d'industriel devient floue en elle-même. Pour aborder ces 2 sujets de la meilleure manière possible, on va tordre un peu le sens par lequel on va aborder les choses. C'est-à-dire que plutôt que de savoir comment on apprend à écrire, on va d'abord commencer par parler du cinéma et de la télévision. Alors c'est une bonne période pour en parler, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. On est à la fois dans un moment historique où il n'aura échappé à personne que Netflix a fait couler beaucoup d'encre dans le rapport entre la télévision et le cinéma, qu'il y a, pour ceux qui étaient présents, à la fin des années 90, le débat était globalement, quand Pierre Chevalier produisait des téléfilms pour Arte et qu'il s'agissait de les sortir en salle de cinéma, le rapport entre télévision et cinéma était assez problématique, mais que finalement, maintenant, on se retrouve dans un moment historique où on a un producteur de télévision qui fait des films de cinéma qui ne sortent pas en salle. Donc on va, je pense, à un moment ou à un autre, aborder le sujet. On est aussi dans un moment où on est dans l'immédiat après Sérimania et Cannes Série, enfin, même si on est encore un
petit peu pile dedans, où il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites. Voilà, il y avait un article récemment que quelqu'un m'a communiqué de Thomas Lilti qui se posait la question de la hiérarchisation entre télévision et cinéma lors de son adaptation sur Hippocrate. On est dans un moment où effectivement on a aussi des films fleuves et qui sortent au cinéma, la Flore par exemple en 3 fois 3h30, un film de 12 heures, donc ça va poser aussi des questions. Et plus récemment, donc, ça a déjà été évoqué dans les tables rondes de ce matin, le rapport du CNC sur le scénario met à jour une information qui nous manquait, me semble-t-il, c'est que 53% des scénaristes en exercice travaillent aussi bien pour le cinéma que pour la télévision. Donc on verra auprès des auteurs si il faut être schizophrène et utiliser 2 parties de son cerveau différentes, ou bien s'il y a quand même des connexions. Voilà. Alors, télé-cinéma. J'ai envie de commencer cette table ronde avec les 2 producteurs qui ont produit à la fois pour l'un et pour l'autre, mais je trouve que vous avez une complémentarité, c'est que vous avez des parcours qui sont, je n'ose pas dire inversés, mais d'une certaine manière, Marie, tu as commencé à produire d'abord pour le cinéma, me semble-t-il. Et ben voilà, c'est faux déjà. En tout cas, Elsevier affiche... Bon, voilà. Ah oui, pardon, les micros sont devant vous. Alors, moi j'avais l'impression qu'on avait Marie qui partait du cinéma avec Elsevier pour ensuite aller vers la télévision aux alentours de 2005. Et nous avions Bruno qui avait quelque part le parcours inverse puisqu'il a produit des documentaires. Mais il va me dire que là encore, j'ai tout faux. Donc, Marie... En fait, c'était vraiment une stratégie de commencer en produisant pour la télévision pour apprendre à produire pour le cinéma. Et en fait, même, tu as hyper faux parce qu'avant de créer la société Elsevier, mais pardon, en 97... En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Il y a beaucoup de hasard qui se produit. C'est qu'avant, j'ai fait une grande école et en sortant de cette grande école, je suis allée dans une société de production qui s'appelle Elsevier. Et Elsevier, n'importe quoi, Téléimage. Et avec Téléimage, j'ai produit 175 épisodes d'une série pour ados et enfants qui s'appelait Marc et Sophie. Donc j'ai commencé en plus carrément en produisant de la sitcom industrielle. Donc ça m'a beaucoup appris à ce que c'était, en tous les cas, produire ce type de programme pour la télévision en ayant chaque année à produire 52 épisodes qui devaient diffuser tous les samedis, je crois, sur TF1. En plus, c'était pour TF1, j'ai jamais retravaillé pour TF1 après. Et ensuite, effectivement, j'ai eu la chance de passer 1 an ici au CNC à réfléchir, parce que moi, je voulais surtout produire des films de cinéma, et à réfléchir à comment faire et apprendre mon métier et comment faire en sorte que je puisse créer une société de production, en vivre et continuer à le faire aujourd'hui, 25 ans après. Et ça, c'est la même chose que Bruno. Enfin, c'était peut-être pas une stratégie, mais c'est vrai que tous les deux, on est un peu des exceptions dans la façon dont les producteurs de cinéma ont travaillé. C'est-à-dire qu'on a commencé tous les deux en travaillant pour la télévision, donc. Et j'ai eu, après la production de ces épisodes de Marc et Sophie à Téléimage, la chance de faire une autre activité un peu initiatique, c'est d'avoir créé Capadrama avec Hervé Chabalier qui m'a proposé de le rejoindre Capa. Et j'ai inventé cette collection qui n'a cessé d'incarner ce qu'on essaye de faire à Elsevier, la collection Combat de femmes. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de films dont les personnages principaux sont des femmes. Voilà. Donc en fait, donc j'ai bien compris, il me semble, mais c'était quand même avant les années 2000, comment fonctionnait la télévision. Et c'est pour ça que ça a constamment aidé ma façon de travailler par la suite, en disant, en fait, lorsque je produis des films de cinéma, je fais absolument ce que je veux, avec tous les risques que ça suppose. Donc, et je ne me pose pas la question ni du public, ni un minimum en tous les cas, sinon j'aurais jamais produit ni Party Girl, ni éventuellement même Va vie et devient, parce que sur le principe, c'était pas vraiment un film gagnant, bien qu'à l'arrivée, ça soit presque notre hit absolu à Elsevier. Et en revanche, travailler pour la télévision, c'était... alors je précise que j'ai fait que des films ou des séries qui me plaisaient. Je ne suis jamais rentrée dans une contrainte en me disant je vais payer frais généraux avec la télévision. Mais en même temps, à chaque fois, la grosse différence entre le cinéma et la télévision, c'est qu'à la télévision, il y a la télévision.
Et donc, il y a, à côté des scénaristes, des réalisateurs et des producteurs, il y a une chaîne de télévision. Et là, Bruno pourra aussi développer de son côté. Mais moi, j'ai travaillé au départ avec TF1, mais là, c'était donc les sitcoms. Après, principalement avec Canal, avec Arte et avec France Télévisions. Et avec M6 à une époque, mais là, en l'occurrence, ils n'ont jamais diffusé la série. Donc voilà. Mais effectivement, même quand on travaille avec Arte, qui est la chaîne la plus orientée vers les auteurs, il y a toujours un chargé de programme qui est plus ou moins interventionniste et avec qui il faut évidemment soit composer quand ils disent des bêtises, soit effectivement, quand la plupart du temps, en tous les cas, Arte, c'est un vrai partenaire et ça permet de faire en sorte que le film ou la série soit encore plus mieux développé, je dirais, quoi. Mais voilà, je vais peut-être te laisser la parole. C'est pourquoi le double parcours, effectivement. Qu'est-ce qui a motivé le passage à la passerelle? Dans quel sens? Est-ce qu'il y avait une stratégie? Est-ce que c'est le... Moi, non, j'ai pas de stratégie. C'est vraiment c'est vachement spontané, en fait. Par contre, j'ai une obsession, c'est de ne pas être dans une tour d'ivoire. Et que l'organisation du domaine cinématographique, audiovisuel français fait qu'on peut vite se retrouver dans la tour d'ivoire du cinéma, dans la tour d'ivoire de la série. Quand je parle de tour d'ivoire, c'est ne penser qu'en ces termes, ne penser qu'en termes de cinéma. Manger cinéma, sortir cinéma ou série, pareil. Et qu'en ayant commencé par le documentaire, c'était pour moi une façon... Le documentaire était à la télévision, c'est-à-dire que le documentaire cinéma, de toute façon, marginalement était au cinéma. Et donc, en commençant par le documentaire, c'est avant tout de se dire, je reste humble par rapport au réel, qui est de toute façon d'une inventivité, d'une créativité infinie. J'apprends à raconter des histoires en salle de montage, j'apprends le montage, voire même le scénario, en salle de montage, parce que souvent, quand on se retrouve en documentaire, on a des intuitions, mais on arrive avec des heures et des heures de rush dans une salle, et là, il faut organiser la matière. Donc là, l'écriture se fait à ce moment-là. Puis après avoir passé tout ça, c'était tout simplement parce que les séries m'ont autant fait que les films. Je suis citoyen parce que j'ai vu Wire, parce que j'ai vu Urgence, parce que j'ai vu NYPD, et je suis autant homme parce que j'ai vu des films, mais aussi des séries. Et donc, tout simplement, l'idée, c'était de dire, j'ai envie d'en faire, pas parce qu'il faut en faire, et c'est ce qui nous rejoint et nous unit avec Marie, pas pour des questions financières, pas pour des questions d'opportunisme économique. Ce qui aujourd'hui est le cas de beaucoup de sociétés de cinéma qui lancent des filiales, et super, top, no problème, de production télé, avant tout pour des opportunités pour moi de marché, à tel point que d'ailleurs ce sont des divisions différentes. Et ce ne sont pas les mêmes personnes. Nous, on fait tout à la main. Que ce soit nos séries, nos longs métrages, nos documentaires, tout est fait de façon artisanale et indépendante. Et je crois que c'est ça, pour moi, le trait principal, c'est qu'on est indépendant. Et on fait... Et on travaille de façon indépendante aussi avec les chaînes. C'est-à-dire que celles qui veulent rentrer dans notre aventure commune, mais aussi se penser indépendant. C'est-à-dire que, pour moi, le marché, j'ai fait 6 heures sur le capitalisme, c'est un des trucs dont je suis le plus fier d'ailleurs, le marché n'existe pas. C'est une folie depuis 4 siècles d'avoir implémenté ça dans les esprits. Le marché, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est nous qui faisons marcher. Il n'y a pas comme ça d'entité qui s'appelle le marché. Et donc c'est ça qui a dirigé un peu tout le parcours. Et alors justement, comment vous expliquez le fait que, a priori, il peut y avoir un certain type de sujet où vous, spontanément, quand vous allez lire un scénario, ou quand un auteur vient vous proposer quelque chose, vous allez dire « Ah, ça c'est plutôt pour la... » Enfin, là, je parle de format comparable. Hein. Je vais évidemment, on ne va pas rentrer sur des séries 12 fois 52 minutes qui font que... Mais sur les sujets comparables, qu'est-ce qui fait? Est-ce que vous pensez que c'est une forme d'autocensure qui fait qu'à un moment, vous avez l'impression que certaines choses ne pourront se faire que à la télévision ou que au cinéma? Non, pour moi, c'est une question éditoriale pure. Et c'est la question la plus fascinante et enrichissante aujourd'hui, parce que je trouve que le moment est génial.
il faut se battre sur plein de fronts, mais créativement, le moment est génial. Mytho avait été proposé à différentes chaînes et on m'avait dit ça serait super en long métrage, mais ça ne tiendra pas en série. Faux. En long, c'est naze. En série, parce que le rapport au temps, le rapport à la narration est tout autre, ça devient super. Et beaucoup aussi de projets qui sont des projets de série, en tout cas annoncés comme tels, seraient géniaux en long métrage. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la grande question. C'est de bien comprendre le rapport au temps. Et surtout, de comprendre aussi, il y a une petite bascule qui fait que, comme il y a beaucoup de créativité en série aujourd'hui, l'attitude du spectateur, pour moi, commence à être différente. C'est-à-dire qu'en série, il y a une patience du spectateur. Et souvent, on entend des spectateurs dire, moi le premier, « Ah, je me suis fait un peu chier dans les 2 premiers épisodes, mais après, ça décolle. » Et c'est magnifique d'avoir ce temps-là, intégré même, implémenté dans l'esprit du spectateur, qui est prêt à attendre pour avoir le grand truc. Alors quand c'est en film, c'est « je veux tout en 1h30, 2 heures, maintenant ». Et sur cette question du rapport au temps, je voudrais passer la parole à Marc Herpoux, parce que j'ai le souvenir que quand j'ai découvert pour la première fois la série Les Témoins sur France 3, j'ai vraiment eu l'impression de voir, dans le bon sens du terme, un ovni, un objet télévisuel, comme j'en avais jamais vu, parce qu'effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une œuvre télévisuelle qui, quelque part, occupait l'espace et le temps de manière aussi cinématographique. Donc j'imagine que ça a été, alors, le projet de départ, et 2, est-ce qu'il a été facile, quelque part, d'essayer à un moment, parce qu'effectivement, cette série maintenant date d'il y a une dizaine d'années, donc on va dire effectivement le moment où en France on a commencé à prendre le virage du nouvel âge d'or qui a commencé en 2000 à la télévision aux États-Unis, donc avec 10 ans de retard. Donc, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Comment les choses sont-elles déroulées historiquement ? Alors, il se trouve qu'il y a quand même une part de heureux hasard dans cette histoire, il faut quand même le citer. D'abord, il y a eu une véritable confiance d'un monsieur qui s'appelait Patrick Péchou, qui a accepté de porter un projet qui était à la base déjà de toute façon particulier. On n'était vraiment pas sûr de pouvoir le mener à bien avec mon compère Hervé Admar. C'était lui au départ d'ailleurs qui a eu l'idée, et au départ c'était pour être un unitaire, et c'est France 3 qui voulait avoir de la série, donc c'était le moment où ils ouvraient le robinet série. Alors série, mini-série, on aura peut-être l'occasion d'en parler parce que c'était quand même que 6 épisodes, il n'y avait pas de saison 2 et de choses comme ça, mais du coup ça ouvrait en effet ce qui vient d'être dit sur le rapport au temps. Et ce qu'on s'est dit avec Hervé immédiatement, il ne faut pas miser sur l'enquête. Si on veut faire quelque chose vraiment d'original, on avait envie d'aller vers quelque chose d'original, de particulier. On ne savait pas trop si on allait nous laisser faire. On n'avait pas envie que l'enquête soit le sujet de la série. On voulait que ce soit le personnage, que ce soit mono point de vue. Donc là déjà c'était pareil, c'était quelque chose qui n'avait pas encore été fait à ce moment-là. 6 heures avec un personnage, donc Jacques Gamblin, qui est vraiment de toutes les scènes, presque de tous les cadres. Et que ce soit sa folie qui mène, qui guide l'enquête. Et donc on est parti avec l'idée d'une enquête qui piétine. Donc ça déjà c'est vraiment pas avant ça, on l'a pas dit comme ça, hein, France 3. Mais c'était ce que nous on se disait, c'est voilà, on va faire une enquête qui piétine. Le type va devenir à moitié fou, et parce qu'il va devenir à moitié fou, il va pouvoir résoudre l'énigme. Donc l'énigme en elle-même ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'était la folie du personnage qui avait derrière. Et ça, en effet, sur du long métrage, disons même un unitaire de 90 minutes, c'était pas possible. Il fallait au moins 5-6 heures. Et justement, donc, par rapport à ces choses qu'il vaut mieux ne pas dire à un diffuseur, David, sur ainsi soit-il, est-ce que vous avez été confronté au même genre de problématique ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Comment s'est passée l'aventure de ainsi soit-il ? Je parle avec le contrôle de Bruno, alors. Hein. Non, le diffuseur, il est, comme l'a dit Bruno, un partenaire. Parfois, il est aussi, effectivement,
non pas un obstacle, mais ça frotte, quoi. C'est pas, ça se passe pas forcément bien, parce que moi je dirais que c'est sur Ainsi soit-il, c'est pas qu'on ne disait pas au diffuseur, c'est que le diffuseur voulait absolument qu'il y ait des choses que nous ne voulions pas mettre dans la série. Donc c'était plutôt dans ce sens-là. On n'a rien, enfin je crois pas qu'on ait caché des choses. On n'a rien caché. Ouais. On n'a vraiment rien caché au diffuseur. Il avait les textes. Par contre, effectivement, de temps en temps, ça piétinait. Et le diffuseur nous a un petit peu poussé à ce qu'on n'a jamais fait. Hein. Et s'il y avait effectivement un crime dans le séminaire. Voilà. S'il y avait, dès la première saison, s'il y avait un prêtre pédophile. Et nous, on ne voulait pas, en fait. Donc, voilà, on a attendu, notamment pour ce sujet-là, la 3e saison pour le traiter, et pas du tout comme le diffuseur l'attendait, en fait. On a attendu d'avoir le bon sujet, la bonne manière de le traiter pour le traiter. Moi, je reviens juste sur une chose, sur la question de le cinéma, télévision, parce qu'au fond, les producteurs font cinéma-télévision, mais les auteurs aussi font du cinéma et de la télévision. Vous l'avez dit, il y a énormément de scénaristes qui font les deux, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête. Moi, dans la mienne, ça se passe très bien, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de... C'est le récit qui guide. Évidemment, il y a un élément qu'il n'y a pas au cinéma, qui est le diffuseur. À la télévision, il y a un diffuseur avec qui il faut discuter. Cette personne-là, cette entité-là n'existe pas au cinéma. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Parfois, c'est beaucoup plus long, en fait, de faire un film qu'une série. Ce qui est très étonnant, en fait. Mais dans la tête du scénariste, enfin dans ma tête à moi, il n'y a pas de différence, si ce n'est que au fond, c'est vraiment le récit qui guide. Moi, mon désir, c'est de raconter des histoires. Et si elles doivent se raconter en 1h30, elles se raconteront en 1h30. Si elles doivent se raconter en 6 heures, elles se raconteront en 6 heures. Pourquoi je suis venu à la série ? Parce qu'effectivement, il y avait cette en même temps une densité et en même temps comme l'a dit Bruno, un temps qui s'écoulait, qui pouvait s'écouler. Moi, quand j'ai découvert NYPD Blues, c'était incroyable d'avoir un personnage qu'on pouvait suivre sur des dizaines d'épisodes avec toujours le même appétit, toujours le même désir de savoir où il allait, il y avait quelque chose comme ça du feuilleton littéraire, en fait, du grand roman russe. Donc il y a quelque chose qui était c'est pour ça que mon diplôme de la FEMIS, je l'ai pas eu. La seule chose que j'ai demandé, en fait, à cette époque, puisqu'on a droit à des bourses, des aides financières pour faire notre travail de fin d'études, moi j'avais demandé juste l'abonnement à Canal Jimmy, en fait. Et j'ai dévoré aussi bien du Seinfeld pour comprendre, parce que j'étais spectateur. Je crois que d'abord, le grand plaisir, c'est d'être spectateur. Et puis, évidemment, quand on est auteur, on analyse en deuxième partie comment ça fonctionne. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ne l'ont pas fait tous ceux qui ne l'ont pas fait à revoir une 2e fois The Wire, voire une 3e fois, parce que c'est extraordinaire. C'est encore mieux. C'est dément. C'est dément. Moi, je revois The Wire avec ma compagne et c'est incroyable. C'est génial. C'est-à-dire que moi, elle l'avait jamais vu, mais moi, je le revois et le récit est conduit de main de maître, vraiment de main de maître. Mais tout de même, en tant qu'auteur, il peut y avoir un certain nombre de configurations où on entend des auteurs malheureux qui ont le sentiment que travailler dans des writing rooms à 6, 8 ou un nombre croissant, voire exponentiel parfois, de co-auteurs fait qu'à un moment, à force de multiplier les intervenants, c'est plus la voix de personne. La question est passionnante parce que nous, avec Vincent Poimiro, on monte des writing rooms. Mais comme l'a dit Bruno, de façon artisanale. Vraiment de façon artisanale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de volonté Évidemment, on dirige la writing room, donc il y a une voix qui est la nôtre, mais tous les auteurs qui travaillent avec nous ont leur voix aussi, en fait, au chapitre. Après, c'est nous qui tranchons. À l'écriture, c'est nous qui tranchons. Cet artisanat, moi je crois qu'il est extrêmement important. Je ne sais pas si je dis peut-être une bêtise, mais je crois que la série, chaque objet est unique. Vraiment, je n'arrive pas à voir encore où il y a une école. Alors évidemment, il y a des genres qui se dégagent, mais je n'arrive pas à voir
vraiment, je vous invite à voir Mytho, parce que enfin, une série française qui trouve une voie que nulle autre série française n'avait trouvée. Mais vraiment une voie avec la direction, je le dis vraiment sans... Voilà, Le filet 100 balles. Non, non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une direction artistique, il y a un récit, il y a quelque chose qui est vraiment unique. Et je crois que dans la série, chaque objet est unique. Ça vient peut-être de la writing room, ça vient peut-être aussi du fait qu'on laisse un peu de place, et beaucoup plus de place aux auteurs, en collaboration avec la production, avec le réalisateur, avec tout ce monde-là, fabrique des objets uniques. Mais alors, pardon, mais là, je vais passer la parole à Philippe Lasserie. Dans ce cas-là, quelle a été la pertinence de monter, vu qu'on fait que de la série artisanale, quelle a été la pertinence de monter à la Fémis un département écriture sérielle, et en quoi se distingue-t-il finalement de l'atelier scénario? Enfin, j'ai envie de vous entendre un peu réagir tous les deux sur cette question. La pertinence, elle est historique, c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait... le cinéma et, disons, la télévision, puisque la série dépasse la télévision aujourd'hui, était un peu deux compartiments, malgré vos démarches un peu différenciées. Donc, il a été intéressant de monter une filière. C'est un département, mais qui dure 1 an. De formation de la série. Mais pour le prendre dans l'ensemble, la Fémis a, je dirais, différents départements scénario, puisqu'il y a le département scénario que je représente, qui est la formation initiale en 4 ans, qui s'adresse à des gens qui ont minimum bac+2 et qui ont entre 19 et 27 ans. La formation série qui fait partie de la formation initiale et qui s'adresse à des gens qui ont déjà écrit et qui sont plus âgés, qui ont déjà une expérience d'écriture professionnelle. Et puis, il y a la formation continue, dont une représentante est là, Karine Bernstein, qui s'adresse à des gens, disons, plus âgés et qui viennent d'univers très différents et qui veulent s'initier au scénario ou à la série, puisque Bruno organise la formation showrunner qui fait partie de la formation continue. Donc vous voyez, c'est je dirais, multidisciplinaire, si j'ose dire, à la Fémis. Sachant que dans la formation continue aussi, il y a une filière qui ne s'attache qu'à l'adaptation de romans. Donc voilà. Donc on peut dire que bon, ça embrasse large. Pour Ma Chapelle, le département scénario, donc ça dure 4 ans. Donc on peut le voir techniquement sous 2 formes, c'est-à-dire que ça apprend le scénario de cinéma et de série, puisque nos élèves écrivent et réécrivent 4 longs métrages durant leur formation de cinéma et une série télé, plateforme, etc. Donc avant même de s'occuper, je dirais, du format, il s'agit, en tout cas c'est le sens de notre formation et de notre pédagogie, de savoir d'où viennent les histoires, à l'intérieur de l'individu, comment il est créateur, comment il est son propre artisan, pour en venir à ce que vous disiez, d'où ça sort et d'où ça émerge, et ensuite comment ça peut exister et sous quelle dimension. Alors évidemment, il s'agit à un moment de définir le format, et c'est pour ça qu'ils écrivent aussi des courts-métrages, etc. Donc en fait, par le biais de j'écris un court-métrage, j'écris une scène qui va être réalisée, j'écris un long-métrage qui ne va pas être réalisé tout de suite, j'écris une série qui ne va pas être réalisée, pas en tout cas dans l'école, parce que ça n'est pas possible. Ils font cette gymnastique de comment je crée un personnage qui entre dans une intrigue, quelle qu'elle soit, et sous quelle forme ça va se développer, sachant que par ailleurs, ils écrivent des scénarios de documentaires aussi. Donc, comment le réel est en accord avec la fiction, quel que soit son format, et comment elle raconte le monde. C'est disons, le sujet de cette formation.
J'ai le sentiment qu'il y a deux courants qui, de toute façon, s'opposent en France. Et on le voit bien même avec les deux principales écoles d'écriture de scénario. Toujours le sentiment que la Fémis, d'un côté, valorisait d'abord un regard, puis effectivement, ensuite, a développé une boîte à outils pour voir sur quel support pourrait éventuellement s'aiguiser ce regard. Et donc, des gens... C'est plus complexe. Probablement, je suis obligé, malheureusement, de synthétiser ça en une formule. Et à l'opposé de ça, il y a une autre approche qui a été celle du Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle à sa création. C'est que quelque part, il s'agissait donc de partir des formats existants, de rentrer dans la contrainte vraiment de forme et de support pour ensuite, quelque part, voir comment allait naître un regard. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce qu'aujourd'hui, on constate que de nombreuses personnes formées à la Fémis, donc qui se destinaient a priori initialement vers le cinéma, n'hésitent plus à aller vers la télévision, alors qu'au CEA, c'est à peu près l'inverse. Des gens qui rentrent dans cette école, a priori financés par des diffuseurs, donc pour devenir des scénaristes de télévision principalement, vont aller vers le cinéma de manière de plus en plus nombreuse. On peut parler de Marc Fitoussi, des scénaristes de Thomas Lilti, voilà, qui travaillent de plus en plus sur le cinéma. Je voudrais vous écoutez un peu votre sentiment, Patricia, vous qui êtes en partie en charge de la pédagogie du CEA par rapport à cette évolution. Surtout que moi, je viens du cinéma d'auteur pur et dur. Donc c'est un paradoxe total. Mais alors, je ne suis pas complètement d'accord avec toi parce que moi, j'ai le sentiment au CEA, aussi parce que j'ai vécu ces 2 dernières années, ce que je n'avais jamais fait le concours d'entrée, donc j'ai aussi vu arriver des gens. Et pour moi, il y a une évidence, c'est que je vois arriver des gens qui ont envie d'écrire et dont le désir d'écrire n'est pas si précis que ça. Je vois aussi apparaître des gens qui ont envie d'écrire et de réaliser, ce qui, au départ, on aurait pu penser que ce n'était pas du tout la vocation du CEA, mais de fait, ça le devient. Et par ailleurs, il y a au fond, parce que moi, il m'arrive d'accompagner des étudiants où mon souci, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'au CEA, on se retrouve à pousser des jeunes, avant tout, non pas à chercher à écrire efficace, je ne sais pas quoi, parce que certains ont cette préoccupation-là, mais d'abord à trouver qui ils sont comme auteurs. Et ça, c'est... Moi, j'ai le sentiment, parce que j'accompagne des étudiants aussi sur le plan pédagogique, c'est-à-dire que je les vois au quotidien, j'essaye de les aider, parce que c'est dur, une formation à l'écriture, on travaille beaucoup. Et vouloir entrer dans une école en disant « je veux devenir scénariste » et se retrouver au bout de 3 semaines en étant absolument noyé dans tout ce qu'il y a à écrire, fait que du coup, moi, j'accorde beaucoup d'attention à comment ils ressentent intérieurement tout ce processus d'apprentissage. Et au fond, j'ai le sentiment qu'à la fois, on les confronte à une multitude d'écritures, dans laquelle la série est extrêmement impactante, en prise de vue réelle et en animation. Pardon, je rappelle ça parce que le CEA forme aussi à écrire pour l'animation, ce qui est un débouché de travail important et dans lequel il y a une multitude de possibilités d'évolution. Mais il y a aussi dans tout ça la volonté de découvrir qui ils sont comme auteurs. Et il ne faut pas oublier qu'au CEA, la validation du diplôme, de la certification professionnelle, se fait sur le projet de long métrage. D'accord. Et alors, Claude, toi qui es sur un modèle d'école presque plus particulier, quel est ton ressenti par rapport aux jeunes qui rentrent, qui postulent d'abord, hein, et puis qui suivent des ateliers et sur leur regard? Oui, juste un petit mot avant, plus personnel, c'est que moi je voulais faire un petit hommage à Jean-Pierre Bouviala, qui est parti il y a peu de temps, qui était un ami très très cher, et voilà, et je pensais à Caroline Champetier qui est en ce moment dans des moments difficiles. Et je parle de Jean-Pierre parce qu'en fait, c'était un ingénieur, un inventeur de caméras. Et pourtant, il a beaucoup travaillé avec des cinéastes, il a beaucoup parlé d'écriture, il a inventé des machines qui nous ont aidés, et pas qui nous ont simplement aidés, mais qui nous ont, qui ont suscité des manières d'écrire, des manières de tourner. Et je pense que c'est intéressant. On est dans des métiers qui sont des métiers d'artisans, qui ne sont pas forcément des métiers très intello,
et même à l'écriture. Et je pense que c'est aussi compliqué de... Alors je sais que c'est sans doute rassurant comme ça de faire des cases, mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus dans quel métier même on va faire. Et c'est au-delà de la distinction entre je veux être scénariste de série, je veux être scénariste de machin, de trucs. C'est juste, je racontais des histoires et on peut passer par la régie, on peut passer par... Voilà, Mathieu Amalric, il a commencé à se faire engueuler justement par Caroline Champetier parce qu'il n'avait pas ventousé la rue comme il faut. Et ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Et je pense que mais c'est comme l'arrivée de Netflix, c'est comme tout ça, ça bouillonne. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être dans cette facilitateur du bouillonnement, quoi. Facilitateur de quelque chose qui est beaucoup plus transversal. Moi, je pense que les jeunes qui sortent de nos écoles, ils vont faire plein de métiers différents. Je ne pense pas qu'ils apprennent grand-chose. Enfin, moi, c'est ce que je dis à l'arrivée à la Cinéfabrique. C'est une école où vous apprendrez rien, parce que je pense que c'est pas là qu'on apprend des choses. En tous les cas, c'est pas là qu'on apprend à être au cinéma. Et je pense que voilà, faire un grand voyage ou des choses comme ça, ça peut être tout aussi utile. Parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est pas comment on apprend des choses, mais c'est qui apprend. Et je pense que c'est sans doute, en tous les cas, nous, ce qui a fait la naissance de la Cinéfabrique, c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres pour que d'autres gens, et quand tu parlais de Tour d'Ivoire, un petit peu voilà, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un entre-soi qu'on arrive très très bien à cultiver, on est très très fort là-dessus, mais c'est aussi je crois que le cinéma, il a besoin d'autres voix qui viennent d'ailleurs et qui sont présentes au monde, et je pense que voilà, pour revenir sur Jean-Pierre, il avait fait à Athone, il l'avait mis à Grenoble, et ben nous on est à Lyon. Bon. Alors justement, parlant d'entre-soi, je suis tombé hier sur Claude Lelouch sur France 5 et qui était... Alors, parce qu'effectivement, ici, j'ai l'impression qu'autour de cette table, il n'y a même pas débat, tout le monde est d'accord, on peut passer l'un à l'autre, on est tous des artisans, etc. Je pense que cette vision du monde que nous partageons autour de cette table, elle n'est peut-être pas communément partagée. Donc le Lelouch distinguait vraiment la télévision qui, décrivait-il, sont pour les gens qui ont le goût des habitudes, alors que le cinéma, c'était pour les gens qui avaient le goût de l'aventure. Alors bon, ça me permet de rebondir donc ça m'a fait repenser à une tribune qu'avait donc publiée Marc Herpoux il y a en réponse au directeur général du Festival de Cannes l'an dernier. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette tribune, ce qui t'a donné envie de réagir, enfin peut-être contextualiser d'abord les choses? Non, c'est venu de... Bon, c'est l'ânerie de Thierry Frémaux sur le cinéma. Alors, je ne sais plus comment il avait formulé ça. Il faudrait revoir exactement la formulation. C'était en gros, le cinéma est un art et puis la télé... c'est l'industrie, en fait. C'est de l'industrie, voilà. C'était un truc comme ça. Là-dessus, c'est Benjamin Campion qui m'a contacté en disant... qui avait contacté le CEA et qui... Le CEA lui-même m'a contacté. Enfin voilà, c'est venu d'un contact pour dire il n'y a pas de réaction et je trouvais ça dommage qu'il n'y en ait pas. Donc j'en ai fait une par son biais, à travers une interview en fait entre lui et moi pour répondre à cette ânerie. Qui restait beaucoup sur l'idée parce que l'ânerie de Thierry Frémaux venait beaucoup de l'idée que c'était encore le réalisateur qui était le grand auteur de l'œuvre. Et donc, ce qui le dérangeait beaucoup, c'est que la série, il ne peut pas y avoir un réalisateur qui va faire 5 saisons de 12 épisodes. Ça n'a juste pas de sens. Donc pour lui, là, c'était très perturbant parce que s'il y avait plusieurs réalisateurs, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'auteur. C'est pas il y a un auteur et plusieurs réalisateurs. C'est que s'il y a plusieurs réalisateurs, c'est qu'il n'y a pas d'auteur. C'est qu'en fait, il n'y a pas de regard. Voilà. Et donc là, on arrive à quelque chose d'un peu pathétique parce que quand on regarde, je sais pas, même des œuvres vraiment là pour parler d'une direction artistique à très très gros budget comme Game of Thrones, vous imaginez bien qu'il peut pas dire qu'il n'y a pas de vision. Ça n'a juste pas de sens. Donc voilà, je pense que oui, là on est en train de passer,
pour moi, ce sont des rapports de pouvoir tout simplement politiques, on va dire ça comme ça, qui passent par des fonctions. Donc là, c'est d'un seul coup, il y a le réalisateur qui perd un petit peu de son aura. A priori, ça ne devrait pas être un problème, parce que là, je rejoins vraiment cette idée d'artisanat où on doit pouvoir passer d'une chose à l'autre. Enfin bon, mais il y a des gens qui veulent encore que ce soit le réalisateur qui soit auteur de l'œuvre. Je voudrais repasser la parole à Marie là-dessus, parce que justement, quand on a discuté pour préparer cette table ronde, tu voulais effectivement revenir sur ces différences de fabrication entre télévision et cinéma. Alors effectivement, tu me disais que ce que tu as exposé tout à l'heure quant au fait qu'un conseiller de programme, ou en tout cas, bon, d'ailleurs c'est vrai que c'est très étonnant, on est ici dans les locaux du CNC, il se trouve qu'Olivier Voetling a été l'ancien directeur du cinéma au CNC, se trouve à la tête de la fiction télévisuelle à Arte aujourd'hui. Je pense que c'est pas anodin, enfin, pour aller dans ton sens. Mais effectivement, moi, ma question, elle est, tu sembles quand même dire que la place d'un diffuseur est beaucoup plus envahissante que celle des différents intervenants financiers dans un montage de films, de distributeurs par exemple. C'est vrai que depuis ce matin, on a entendu à plusieurs tables rondes quand même un discours qui est que le distributeur aujourd'hui commence à prendrait, nous dit-on, une place prépondérante jusqu'à l'écriture des scénarios. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as vécu peut-être récemment ? Non. Non, mais c'est vrai que sur le plan de la production, la différence majeure entre produire pour le cinéma et produire pour la télévision, c'est qu'a priori, pour le cinéma, il y a plusieurs partenaires. Et donc, s'il y en a un... Enfin, là où tu as raison, c'est que s'il n'y a pas de distributeur dès le départ, enfin, c'est extrêmement compliqué de monter un film de cinéma sans avoir un distributeur qui est embarqué sur le projet. Après, sur l'ensemble des autres partenaires financiers, moi j'ai fait des films avec de moins en moins d'argent là, récemment. J'ai fait des films sans chaîne en clair. Enfin là, même ça devient de plus en plus l'habitude maintenant de faire des films sans chaîne en clair. Mais j'ai aussi fait 2 films sans canal. Bon. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, si j'avais pas eu un distributeur qui était incroyablement engagé, j'aurais pas fait ces films. Là, je vais faire un film où le distributeur met assez peu d'argent par rapport à l'ensemble. Ils m'ont absolument jamais rien demandé. Mais même après, c'est peut-être plutôt le distributeur, c'est peut-être plutôt au moment du montage qu'il intervient. Dans tous les cas où j'ai produit des films, ça s'est toujours bien passé, mais c'était toujours avec des distributeurs indépendants, majoritairement indépendants. À l'inverse, évidemment, la chaîne de télévision, elle est toute seule. Alors évidemment, il y a d'autres sources de financement, mais on peut pas on peut pas produire pour la télévision sans chaîne de télé. Enfin, c'est une sorte de tautologie de dire un truc pareil. Alors après, oui, effectivement, Bruno, majoritairement, tu as bossé pour Arte. C'est vrai que travailler avec Arte, c'est quand même extrêmement agréable parce que les chargés de programme sont plutôt des gens qui aident le programme à être le mieux possible, en fait. Et ils ne fixent pas des contraintes, des choses. Bon, là, je viens de faire une série pour France 2 qui s'appelle « À l'intérieur ». Ils trouvaient qu'au départ, à la fois l'écriture et le scénario, et surtout le casting, c'était un peu trop Arte. Donc il a fallu se bagarrer pour... le scénario, ça allait. Bon, c'est l'histoire d'un... Bon, il y a un truc très classique, un meurtre est commis. Bon, voilà. Et donc il faut trouver... personne ne trouve qui a... on a fait des screenings, personne ne trouve jamais qui a tué au bout du 6e épisode. Mais le truc un peu original, c'est dans une clinique psychiatrique. Donc évidemment, les suspects, c'est aussi bien les soignants que les gens qui sont un peu disruptifs, on va dire. Et donc pour tous les gens disruptifs, il nous fallait des super comédiens. Sinon, ça aurait été assez ridicule. Et là, il a fallu se battre avec la chaîne, avec le chargé de programme, sur tous les comédiens. Tous les comédiens, parce qu'ils trouvaient que Florence Thomasin, c'était trop Arte, que Grégoire Leprince-Raguet, c'était trop Arte, que... Bon, mais on a cédé sur rien. Justement, c'est ça l'avantage d'être indépendant. Enfin, on avait très très envie de faire cette série, hein. Puis c'était tellement avancé qu'on n'allait pas la laisser tomber, mais il était hors de question qu'ils nous collent les acteurs de Plus belle la vie. Enfin, j'ai rien contre eux, mais c'était pas logique, voilà. Donc c'était pas cohérent avec la série. Donc c'est ça la grosse différence. Moi, j'ai appris quand même, je lui rends hommage là aujourd'hui, avec Simone Harari en produisant cette fameuse sitcom. Elle disait un truc dont j'ai pas arrêté de me dire chaque fois que je produisais pour le cinéma ou pour la télévision. Elle disait
Produire pour le cinéma et produire pour la télévision, c'est comme le patinage artistique, il y a les figures libres et les figures imposées. Et ce qu'il faut, c'est transcender les figures imposées. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, on avait produit avec Elsevier. Finalement, je me rends compte, on a produit 24 téléfilms et 6 séries de différents formats. Mais c'était toujours des mini-séries. On n'a jamais fait des séries à plusieurs saisons. On a toujours essayé de circonvenir la figure imposée en imposant au maximum, en étant le plus énergique possible, pour aller le plus loin possible. Et parfois, les contraintes, elles sont formidables. C'est aussi ça que j'aime en produisant de la série. D'abord, effectivement, c'est le temps. Et c'est le nombre de personnages, parce qu'évidemment, pour faire vivre 6 x 52, on n'a pas 3 personnages. Et ça, c'est super excitant. Alors évidemment, dans la série sur l'hôpital psychiatrique, là, il y a plein de fous, c'est super. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de pousser les contraintes, parce que comme ça apprend peut-être à faire moins de compromis, enfin, je sais pas, d'en faire et de ne pas en faire. Et ça, c'est assez oxygénant pour le cerveau. Je veux dire, il y a une différence fondamentale entre le cinéma et la télé. C'est sur le scénario et c'est sur le développement. Vous développez une série financièrement avec une chaîne. Vous développez un scénario de long métrage tout seul. Donc, à partir du moment où, fondamentalement, le processus est différent, il va y avoir des différences et des influences qui vont se faire. Mais au fond, peut-être qu'il faut inverser les choses. Peut-être qu'il faut arriver, en tant que producteur, à livrer 6 épisodes complètement écrits à une chaîne et prendre ce risque de développement, 100 000, 150 000, 200 000 euros, et arriver vers les chaînes et se dire, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Mais à partir du moment où on n'a pas fait ce choix, parce que le marché est structuré comme ça, et encore une fois, c'est pas impossible du tout qu'on y arrive. C'est pas impossible du tout qu'on change les règles et qu'on se dise, si on croit à quelque chose très fortement, on peut aller au bout, ou faire comme le cinéma, c'est-à-dire d'autofinancer ou de financer de façon privée, avec plusieurs sources de financement, l'écriture d'un 6 x 52, d'un 12 x 26, que sais-je, et là, pour le coup, de les proposer en tant que tels à des chaînes. Souvent, on dit, si elles ne sont pas à l'origine du projet, elles ne vont pas suivre. Je pense que c'est faux. Et je pense que Netflix, pour le coup, pousse au changement là-dessus. Alors, on va revenir sur ce point, mais d'abord, je vais passer la parole à Marc qui voulait rebondir. Justement, moi j'ai un doute là-dessus, car là où je te rejoins, c'est sur la question quand tu disais il n'y a pas de marché, c'est nous qui le créons, oui, et en même temps, il y a quand même des gens, disons au bout des tuyaux, au bout de l'entonnoir, que ce soit, c'est pas pour rien que ce sont les distributeurs ou les diffuseurs, c'est-à-dire que c'est au bout de l'entonnoir, c'est un peu comme dans les supermarchés, quoi, hein, c'est Carrefour, c'est le bout de l'entonnoir, et là se crée un marché, il le crée. Et je ne dis pas qu'il est naturel, là je te rejoins, il ne l'est absolument pas, mais il crée un marché. Et donc il crée une offre et une demande. Et moi j'avais parlé avec Emmanuel Dossé, qui a produit Un village français, entre autres, et il avait essayé de faire ça, de dire je vais développer, c'était avec Frédéric Révin, il avait essayé de développer quelque chose. Bon. Et les chaînes lui ont fait clairement ressentir et clairement comprendre qu'à partir du moment où ce n'était pas développé avec elles, je pense que les chaînes ont vraiment envie de mettre les doigts dans le moteur d'une manière ou d'une autre, parce que justement, il y a ce marché derrière. Et le problème en France, c'est que ce n'est pas une histoire de ligne éditoriale. Moi, ça ne me déplairait pas si c'était une pure histoire de ligne éditoriale, que chacun ait sa ligne éditoriale, et comme on a en effet, même sans aller aux États-Unis, en Angleterre, il y a clairement une ligne éditoriale entre Channel 4, la BBC, Sky et tout ça, il y a des vraies lignes éditoriales. Or, paradoxalement, quand on demande aux chaînes quelle est votre ligne éditoriale, la plupart du temps, ils vous répondent « Oh, nous, on prend tout. Oh, du moment que c'est bon, nous, on prend. » Bon. Et c'est un vrai problème, parce que du coup, si on ne prend pas, c'est que c'est mauvais. Voilà. Et donc, on cherche, et quand on regarde bien, puisqu'il y avait eu un camembert qui avait été fait, comme en Angleterre, sur le type de genre, de format, etc.,
on était dans des chiffres ahurissants, 73-75% d'enquêtes criminelles sur toutes les chaînes confondues. Bon, alors j'aime bien l'enquête criminelle, mais là, j'avoue, j'en suis à un point vraiment, c'est très sincère ce que je vais dire là, j'ai saturé. C'est-à-dire que c'est un genre que j'adore, j'en ai écrit 3, j'ai écrit 3 séries là-dessus, mais c'est un genre, j'en en peux plus. Je sature de ce genre. Et donc ça devient, on fait une série sur les speakerines, bah oui, mais il faut qu'il y ait un meurtre. Bon, donc ça devient, c'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est pas une ligne éditoriale, il faut qu'il y ait un meurtre. Vous comprenez ? On va faire une série speakerine et il faut qu'il y ait un meurtre, c'est pas une ligne éditoriale. Ça devient une manière de créer un marché particulier dans lequel on décide de répondre soi-disant à une certaine demande. Et moi, je vais jusqu'à me poser la question s'il ne crée pas l'offre. Vous voyez, bon, voilà, je vais jusque-là. David, non, c'est juste, je pense que c'est, enfin, je dirais pas que c'est politique, mais quand même autant de flics. Non, mais je déconne pas. Autant de flics à la télévision française. Je me pose. Alors peut-être que c'est totalement inconscient, mais il faut qu'ils aillent tous voir l'analyste là, parce que c'est pas possible. Je vais te dire, c'est très angoissant. Je me suis posé la question. Clair. Et je me suis posé la question, et je vais te faire une autre proposition. C'est que je pense que derrière, parce que en fait, c'est pas du polar quand tu regardes bien ce qui est sur nos écrans. C'est pas des histoires, c'est pas Hit. C'est pas une histoire flic, truand, machin. C'est de l'enquête criminelle. L'enquête. Et je pense tout simplement que il y a un meurtre dans les 10 premières minutes, ça rassure tout le monde. Il y a une enquête, donc il va se passer quelque chose. Et à la fin, on sait qui a tué Joe, donc il y a un climax. Et tout le monde est ravi, on se dit « Ah, on a une histoire ». Si tu écris Mad Men, tu as l'impression de ne pas avoir d'histoire. Mais alors, Patricia, Philippe, Claude, ça les fait rêver, vous, les jeunes, que vous voyez dans vos formations, ce genre de trucs-là dont ils viennent de parler? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ça leur modèle? Sur quoi, enfin, qu'est-ce qu'ils ont envie d'écrire? Est-ce qu'ils se situent plus sur des modèles anglo-saxons quand vous les voyez débarquer, ou bien sur... Juste pour, excuse-moi, c'est pour les jeunes de la FEMIS, enfin, qui viennent, qui postulent au département série et qui travaillent en ce moment même. Enfin, moi, c'est ma première année en tant que directeur du département et qui travaillent en ce moment même donc sur leur projet personnel. Il n'y a pas d'enquête criminelle. Il y a 6 projets. Aucune enquête criminelle. Alors, effectivement, ils vont peut-être avoir du mal à le vendre, mais non, mais en même temps, je suis pas sûr, en fait. Vraiment, je suis pas certain. Les jeunes qui sont sortis, alors c'est exceptionnel, mais qui sont sortis du département et qui ont vendu leur série alors à OCS, c'est pas de l'enquête criminelle, c'est du drama. Donc, du coup, moi, je crois que justement, effectivement, la question du marché, elle est absolument créée de manière totalement factice. Si on demandait aux auteurs ce qu'ils veulent écrire, je crois qu'à 90%, ils ne diraient pas de l'enquête criminelle. Et il y a une possibilité que ça fonctionne. Voilà, c'est très vaste comme question, mais ce que je peux dire, c'est d'abord, nous, on les fait travailler sur du genre aussi, pour voir. Parce que a priori, c'est pas par là qu'ils déclinent leur personnalité. Ils vont pas par là. Donc, par exemple, Lisa Azuelo, c'est venu travailler sur la comédie avec eux. Vous voyez, donc le constat, l'étiquette, format d'auteur prend une autre nuance. Ce qu'on remarque, quand on est à la tête d'une école ou d'un département d'une école, on sait qu'on s'adresse aux gens qui vont parler au monde demain. Donc, si on les met dans des formats tout de suite, et si eux viennent pour entrer dans des formats, ça peut pas marcher comme ça, quoi. Et c'est pas comme ça qu'ils sont recrutés d'ailleurs, la plupart du temps. Donc il s'agit vraiment eux-mêmes viennent pour s'ouvrir. Ils viennent avec des idées préconçues parce qu'ils savent pas vraiment tout à fait. Ils veulent s'exprimer, mais ils savent pas exactement ce qu'ils ont à dire. Et notre rôle, c'est de les guider à s'exprimer à l'endroit où ils peuvent le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où ils savent s'exprimer à l'endroit
où ils se trouvent, ils peuvent co-scénariser, entrer dans des writing rooms, etc. Parce qu'ils parlent de leur endroit. Ils ne peuvent pas se diluer dans une pensée diffuse. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on s'y prend comme ça, ça donne aussi bien des auteurs qui font Party Girl que Naissance des pieuvres, que Le Bureau des légendes ou Borgia. Vous voyez, c'est plus vaste. C'est-à-dire que je dirais qu'à la limite, ils peuvent répondre à des demandes, mais parce qu'ils savent où ils se trouvent. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et je voudrais souligner qu'il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on veut devenir auteur, mais on aimerait bien aussi en vivre. Et dans le cas du CEA, on accueille des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Ça veut dire que dans le panel de gens qu'on voit arriver, il y a évidemment des gens très jeunes qui ont des aspirations extrêmement ouvertes et tournées vers les séries. Ils rêvent de choses. Ils ne rêvent pas d'aller faire du polar ou d'aller faire Plus belle la vie, c'est certain. Mais il y a aussi des gens pour qui il y a un vrai parcours de reconversion professionnelle, où il y a une prise de risque importante et où le fait de les aider quand même, de les former ou de les rassurer en leur donnant des bases qui leur permettent éventuellement d'aller aussi travailler dans ce type de série. Et pourquoi pas de s'y trouver bien, parce que je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est justement l'intérêt de formation où on multiplie les exercices d'écriture, où on multiplie les formats, sans absolument aucun jugement de valeur, en disant voilà, c'est comme ça, essayez. C'est dirigé par des gens qui eux-mêmes travaillent à l'intérieur de ça. Et en fait, on en fait aussi un outil d'apprentissage. Moi, je dis toujours à un étudiant, OK, tu n'as pas envie de faire du 26 minutes polar, mais peut-être que tu vas en tirer quelque chose qui te servira dans un parcours plus singulier et plus personnel. Donc moi, je pense que là-dessus, il faut justement décloisonner, pas avoir des œillères, et se dire qu'on est là pour apprendre une multitude de formats, d'occasions d'écrire, de travailler, de vivre, d'être heureux, enfin de s'épanouir comme auteur. Parce que c'est quand même aussi ça l'enjeu quand on forme des gens, c'est de les amener dans un marché qui est très vaste, où les cartes sont en ce moment rebattues. Et je pense, en parlant depuis ma génération, quand moi j'ai commencé, mais travailler pour la télévision, c'était une infamie. Travailler pour la publicité, c'était une infamie. Il n'y avait que le long métrage qui était une espèce de chose désirée, rêvée, accomplissante, etc. Et là, je trouve ça plutôt intéressant d'accueillir des jeunes qui peuvent écrire dans une multitude de formats, dans une multitude de médias, et y prendre du plaisir, y compris aussi dans le fait, grande révolution, qu'enfin on puisse aussi écrire à plusieurs. Et qu'on ne soit plus enfermé non plus dans cette chose qui nous a fait tant de mal, le fameux auteur-réalisateur qui sait écrire bien sûr ses films, alors que là, enfin, on est en train de dire que écrire, ça s'apprend, ça se partage, c'est une expérience qui se renouvelle. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment... il faut être ouvert. Et par ailleurs, sur le long-métrage, je voudrais quand même rajouter une chose, parce que j'en ai fait, j'ai vécu la difficulté de les faire. On oublie quand même... Parce que je trouve qu'il y a quand même un mot qui traverse absolument tous les médias, quoi qu'on fasse, c'est le mot contrainte. Si sur le long métrage, la contrainte, elle n'est pas tout de suite dans l'écriture et le développement, pardon, mais elle arrive très violemment au montage financier, elle arrive très violemment quand parfois il faut être capable de réécrire, et réécrire 3 semaines du tournage, bien sûr. Débrouille-toi pour que, au lieu de tourner en 10 semaines, tourner en 6. Bah, pardon, mais c'est de la contrainte, ça. Alors ça va donner lieu à une autre table ronde demain, je crois, qui va vraiment spécifiquement attaquer de front cette problématique. Je voudrais juste entendre Claude là-dessus, sur quel regard y portent les jeunes de la Cinéfabrique sur la télévision française. Moi, je crois qu'une fois de plus, on est face à une génération qui est beaucoup plus mobile que ça et qu'ils sont effectivement multigenres. Ils ont un appétit très très fort pour plein de manières de faire ces métiers. Il se trouve qu'à la Cinéfabrique, il n'y a pas de section réalisation et ça ancre quelque chose très fortement. C'est quelles que soient les sections dans lesquelles on est, on peut être porteur d'un projet de film. Et on le voit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'ai à raconter,
d'où je le raconte, d'où je viens, de ma place dans la société, qui est déterminant. Et je pense que c'est aussi une manière d'inventer ces métiers-là. C'est-à-dire que je pense que demain, on ne sera plus sur ces distinguos de genre, de cinéma, de machin, de est-ce que tu es sorti d'abord en salle ou après sur Netflix, machin, etc., pour envoyer à Thierry Frémaux, bonjour à lui. Et je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus inventif qu'il faut que nous, on trouve aussi, et c'est peut-être là où cette difficulté d'apprendre à écrire, c'est que nous, on arrive aussi peut-être trop avec des modes de pensée qui datent d'une certaine époque de la production, là, et qu'eux, ils sont plus en avant que nous. Moi, on fait un partenariat avec des jeunes acteurs qui sont dans des écoles nationales. Hier, j'étais au Théâtre national de Bretagne, TNB, rencontrer des jeunes acteurs. Ils sont 20, il y en avait 5 qui avaient déjà présenté un concours d'école de cinéma, alors qu'ils sont rentrés dans une école pour jouer. Je pense qu'aujourd'hui, on peut écrire, avoir envie de raconter des histoires en tant qu'acteur. Et je pense que c'est là où nous, il faut qu'on soit sur une approche qui est beaucoup plus d'où je parle, qui on fait rentrer dans ces écoles pour qu'il y ait quelque chose de différent. Par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour nous, le documentaire, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que cette capacité à aller voir comment se porte le monde et à peut-être nourrir une écriture à partir de là, c'est pour moi vital. En deuxième année, on a par exemple quelque chose qu'on appelle Ciné Nomad School, qui permet aux 30 élèves de partir filmer. Il n'y en a pas un qui reste filmé en France et ils se retrouvent en Afrique, en Birmanie, au Nigeria, en Pologne, aux États-Unis, pour faire avec des équipes qui viennent de partout dans le monde, donc avec des équipes cosmopolites, des films. Et ben, je pense que ça, c'est une expérience en termes de formation, d'écriture, tout aussi intéressante que tous les modules pédagogiques qu'on peut leur donner tout au long de ces années. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut être. D'accord. Pour en revenir à un point qui a été soulevé tout à l'heure, qui semble de toute façon faire nœud, puisqu'il y a un certain nombre de crispations ces derniers temps qui ont été générées par le questionnement du reversement d'une partie du fonds de soutien cinéma sur la création audiovisuelle. Je voudrais vous entendre un petit peu là-dessus, peut-être les producteurs, parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, Bruno, le rêve serait de produire, enfin, de développer des scénarios avant même, finalement, d'aller voir un diffuseur, effectivement, quelque part, d'imposer de manière un peu... Je n'ai pas dit ça du tout. Non, je n'ai pas dit ça. Non. J'ai dit à partir du moment où la vraie différence télé, cinéma, c'est que dans le développement, les chaînes de télé ne sont pas impliquées dans le développement d'un film de cinéma. D'accord. C'est tout. Et ça, voilà. Après, il y a d'autres contraintes, etc. Et évidemment, il y a des contraintes depuis la nuit des temps. Mais ça, voilà. La vraie question qui se pose plus, c'est que le cinéma a des dispositifs, notamment ici au CNC, où la créativité, l'innovation, en termes d'art, est récompensée par des mécanismes qui ont fait leurs preuves, comme l'avance sur recette. C'est vrai que moi, quand je fais des séries comme Ainsi soit-il ou Mytho, quand je les produis, je suis mis au même... je suis traité pareil que des séries de 160 épisodes fois 20 minutes. Je prends bien plus de risques en les faisant, en les développant, en les produisant, parce que je ne produis pas en me disant je prends le financement, je prends 15% pour moi, frais généraux, salaire producteur, etc., puis je fais avec ce qui reste. Non, je les produis comme je fais des films. Ce qui fait que souvent, je perds de l'argent, alors que c'est complètement fou en télé par rapport au cinéma. Mais je le fais comme ça. Mais par contre, il n'y a aucune espèce de dispositif spécifique à l'intérieur de la création audiovisuelle entre des séries prime time surfinancées, ultra lisibles en termes narratifs, ultra lisibles en termes créatifs, en termes de direction artistique, versus les séries que moi je fais et où pour le coup, je ne suis pas du tout poussé, voire même il y a ce mot d'ordre qui me rend fou, qui fait qu'il faut faire des groupes, monter des groupes, c'est bien les groupes, etc. Mais non,
La créativité, elle est à l'envers d'une logique de groupe industriel. Vraiment. Et je ne comprends pas pourquoi, en tant qu'indépendant, je ne suis pas plus juste, en fait, même pas soutenu, mais aimé, en fait. En vrai. Ça me rend fou, voilà. Mais si. On est tous les deux membres du syndicat des producteurs indépendants. Et on est assez obsédés par ça, effectivement, de dire bon, alors le cinéma, vous pouvez faire vos bêtises, ça va. Il y a plein de producteurs de cinéma, il y a beaucoup de films qui se font, 300 films par an. On ne va pas pouvoir industrialiser ça, mais par contre, la fiction, l'audiovisuel, oh là là, il faut les grands groupes, parce que vous comprenez, il y a Netflix, Amazon, tout ça. Donc, effectivement, je suis absolument d'accord avec Bruno. Je pense que l'innovation, elle vient vraiment de gens, enfin, ça peut aussi arriver dans des groupes, il ne faut pas être sectaire non plus, mais de gens qui ne se posent pas la question des frais généraux au départ, du salaire producteur au départ. Les Revenants, ils ont mis 5 ans à l'écrire et ils ont failli abandonner plein de fois, 10% aussi. Vous, je ne sais pas, ainsi soit-il. Je pense que vous avez dû vachement vous bagarrer et tout ça. Donc, effectivement, comme par hasard, les séries les plus innovantes, c'est Canal et Arte, et c'est en général produit par des indépendants. Et en même temps, on est de moins en moins à être tout seul. Il y a de plus en plus d'indépendants qui sont rachetés par des groupes et ainsi de suite, et donc ils vont sortir des marges, des frais... Enfin bon, voilà. Donc là, on s'inscrit en faux. Pourtant, dans un des lieux où on nous dit, désolé pour le CNC, il faut des champions industriels. D'ailleurs, Frédéric Brodin l'a dit dans une interview à Écran Total. Voilà. Il y a juste un truc que moi, je voulais, même par rapport à ce qu'a dit Claude Mourieras, évidemment, moi, franchement, j'ai autant de plaisir à travailler pour le cinéma et autant d'investissement, d'accompagner des auteurs qui vont réaliser un film de cinéma que des scénaristes et des réalisateurs qui travaillent pour la télévision. Et j'adore le principe de la série. Je trouve ça hyper excitant de se prolonger sur justement 6 x 52, 8 x 52. Mais c'est vrai que là, on est à une période hyper charnière et hyper dangereuse pour le cinéma. Parce que de plus en plus, vous savez, alors c'est un peu technique, mais il va y avoir une loi qui va arriver à la fin de l'année, enfin avec la réglementation. Le problème qu'on a au cinéma, c'est que le socle de financement du cinéma, c'est encore les chaînes de télé. Et très objectivement, les chaînes de télé, elles auraient plutôt envie de produire des objets faits pour la télévision que de produire des objets faits pour le cinéma, puisqu'elles arriveront de toute façon toujours en deuxième, après la sortie en salle des films, après l'exploitation d'ailleurs en VOD, et souvent après le piratage. Donc c'est vrai que si on laissait faire alors les règles pures et simples du marché, les chaînes de télévision, elles produiraient que pour la télévision, et ça serait même tout à fait cohérent et logique de leur point de vue. Donc de leur imposer des obligations en termes de chiffre d'affaires pour la production de films de cinéma, c'est ça qui fait qu'en France, on a un cinéma extrêmement nataliste, enfin qu'on arrive à faire 300 films par an, ce qui est quand même exceptionnel par rapport à l'ensemble des autres pays. Je pense qu'on est le pays au monde où il y a le plus de films qui se produisent par habitant. Et on est aussi le pays au monde où il y a le plus d'écrans de cinéma par habitant. Donc c'est vrai qu'on a une logique comme ça de défense de la salle et défense de la sortie des films en salle qui est extrêmement forte. Et peut-être que parfois Thierry Frémaux, il dit des choses un peu abruptes, mais en tous les cas, le fait qu'à Cannes, on interdise les films Netflix en compétition, parce qu'on dit, oui, un film de cinéma, en France, en tous les cas, c'est un film qui sort en salle. Voilà, c'est comme ça. Or, là, tout est un peu en train de se brouiller maintenant. Alors, il y a toujours une chronologie des médias qu'on a signée l'année dernière. Donc, de toute façon, un film de cinéma, c'est toujours un film qui sort en salle. Mais il va peut-être y avoir une autre catégorie de films pour les plateformes, puisque Netflix, Amazon, tout ça, ils ne veulent pas attendre... même 15 mois pour pouvoir montrer des films de cinéma sur leur plateforme. Ils veulent attendre 0. Ils veulent les sortir en même temps que le film. Et donc, on va peut-être créer des catégories d'autres films qui seront des films, des e-films. Et puis, mais ça, c'est ça qui risque d'être très angoissant en dehors même de cette création de nouvelles catégories de films, à côté des films de télévision ou des films de cinéma, les e-films. Il y a, et on l'entend de plus en plus maintenant, Gilles Pélisson, l'autorité de la concurrence, enfin voilà, des gens qui disent, bon, allez, maintenant, tout est pareil, et donc on va fusionner les obligations. Cinéma et télé, finalement, c'est la même créativité. Regardez, Rochant, il fait Le Bureau des légendes, Dominique Moll, il fait Eden. Donc voilà, c'est pareil finalement. Donc pourquoi identifier des obligations pour le cinéma et des obligations pour la télé ? La réponse, c'est qu'il n'y aura plus de cinéma. Voilà.
Donc le SPI, on va se bagarrer comme des chiens pour continuer à, peut-être en étant l'exception mondiale, mais à différencier le cinéma et la télévision. Voilà. Bon, bah sur cette note de combat à venir, je vais passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je me permets juste d'intervenir parce que j'y étais. Je m'appelle Pascal Borenstein et j'ai créé avec 4 personnes le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle en 1996. Et après, j'ai travaillé à la FEMIS. Donc, le conservatoire, c'est pas ce que vous avez dit. La jeunesse, c'était très simple. C'est Alban Sauvanet qui avait été à UCLA en formation continue. Alban avait travaillé à l'ambassade de France à Los Angeles et il était revenu en disant on peut faire une école de scénariste, pas à temps plein, rapidement, quand on a plus de 25 ans. Et donc, on a créé vraiment l'école. Il a créé l'école, il a eu l'idée, il a inventé le nom. Il est parti l'été, il a fait le programme pédagogique tout seul, en se basant sur, c'était avec émotion, parce que c'était il y a 30 ans, 25 ans, sur le programme de UCLA du département scénario. Et notre mentor, c'était Lou Hunter, qui avait un département qui faisait cinéma et télévision. Et à partir de là, on est parti faire tous les cafés de Paris, tous les bureaux de producteurs de Paris. Et d'ailleurs, en disant, voilà, on va faire une école de scénaristes, qu'est-ce que vous en pensez ? Et les seuls qui réagissaient, c'était les producteurs de télé. Le cinéma nous a dit le scénario, ça s'apprend au café. On a entendu plein de choses. Et à partir de là, au bout d'un an, on a fait notre sélection, on a lancé le concours et on est tombé sur la grève de 95. Donc on a arrêté là tout de suite et puis on est reparti en vadrouille. 1 an plus tard, 6 mois plus tard, Claude Contamine est devenu notre président. Il était à la retraite. Et ça a été une caution pour avoir les chaînes de télé qui finançaient, qui étaient les seules à vouloir financer. Mais quand on disait chaîne de télé, on disait cinéma et télé. Il se trouve que c'était les directeurs de fiction qui siégeaient au conseil d'administration. Et à partir de là, on a créé l'école. Et dans cette école, il y avait des gens aussi différents que Juliette Salle, ancienne business affaires de UGC, Stéphane Casadjan, qui avait été journaliste et qui voulait. Donc c'était des gens qui avaient plutôt 30 ans et la formation, elle durait 1 an. Et c'était ça l'ADN du conservatoire. Si je peux me permettre. J'y étais. Merci. Merci. D'autres questions, interventions ? Oui. Non, plus tard. Je suis arrivé un petit peu plus tard. Ça a acheté un froid. Il n'y a pas une question. Non ? Bon. Ah, j'étais en train de lire mon 6e point que je n'ai pas abordé. Vision européenne, comment ça se passe ailleurs. Merci pour ce quid de l'international, parce qu'effectivement, vous avez lu dans mes pensées. C'est vrai que ce qu'on aborde, cette vision du cinéma, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est une vision alors, très française, avant tout européenne, mais on sait bien qu'aux États-Unis, le cinéma, aujourd'hui, il me semble qu'on s'encarre complètement. Enfin, en réalité, qu'on n'est plus du tout dans le même rapport. Non, enfin, que je pense que je crois que c'était Nathanaël Kermitz qui avait fait il y a quelques années une saillie un peu polémique sur le fait que, bien qu'il vienne d'un endroit hautement cinéphilique, il avait dit qu'en France, on commençait un tout petit peu à sanctuariser la salle. Est-ce que c'était une bonne chose ? Est-ce que, dans le fond... Oui, il a dit ça, oui il a dit... David l'a dit, mais on ne se rend pas compte à quel point tout est politique. Tout. On baigne dans une organisation générale, sociale, appliquée à ce qui nous concerne ici, la série, le cinéma, etc., qui se cristallise tellement qu'elle passe comme une donnée, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que je lis les médias professionnels, etc. Et quand j'entends parler de séries, je ne vois que des annonces de groupes et des machins, et on est présent là-dessus, et puis on a racheté 4 boîtes, et on fait ça. Wow!
C'est l'enfer. Et en même temps, le cinéma, je trouve, justement, c'est pour ça que la photo n'est pas finie, elle ne sera jamais finie, concernant l'histoire des médias. Si je prends, moi, par exemple, ça fait quelques années où j'avais du mal à aller dans une salle. Quelque chose me retenait, je ne sais pas quoi. Je sens qu'aujourd'hui, j'y retourne bien plus fortement qu'avant. Ce besoin, c'est comme le fait de courir par rapport à on sait que de plus en plus de gens investissent le physique par rapport au numérique. Plus il y a eu du numérique, plus on réinvestit la question du physique. Je pense que c'est aussi pareil avec le cinéma, le rapport au cinéma, le rapport à la série. C'est que de plus en plus, je sens qu'on a quelque chose, non pas comme une aversion, mais face à cette multitude disponible et non curated, comme on dit en anglais, c'est-à-dire choisie, éditorialisée, etc., le fait de retourner, parce que ce besoin d'être ensemble à plusieurs dans un espace confiné revient fortement. Et je pense que tout va se complémentariser, tout va se stabiliser. Et il faut faire attention à ne pas juger trop vite des États, où tout d'un coup, l'âge d'or des séries, bam, tout le monde se met à en faire. Donc, c'est fini le cinéma. Non. Par contre, tout est rapport de force. Tout. Mais alors justement, c'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, faute d'avoir plus d'une heure et demie. Mais est-ce que vous n'avez pas tous le sentiment qu'il y a des interactions qui se jouent? Enfin, je vais réagir par exemple par rapport à la dernière série que tu as coécrite, Marc. Moi, ce qui m'a vraiment surpris sur Au-delà des murs, c'est que c'est une série qui va de plus en plus sur une forme d'épure. Je crois qu'il y a, sur le premier épisode, je pense il y a 12 dialogues, il me semble. Voilà, c'est une série, c'est un 52 minutes dans lequel, voilà, chose qui était juste impensable, parce que, je veux dire, quand on remonte un petit peu en arrière, on sait très bien que ce qu'on a toujours reproché à la télévision, la mauvaise télévision, c'est que c'était quand même juste de la radio filmée, voilà, c'était la tête qui parle, etc., etc. On a eu donc une espèce d'évolution, évidemment, je crois qu'on peut quand même reconnaître que la grammaire à la télévision a beaucoup plus changé ces 20 dernières années que la grammaire au cinéma. Enfin, je veux dire, on raconte grosso modo une histoire au cinéma à peu près de la même manière qu'il y a 20 ans. À la télévision, j'ai le sentiment, mais peut-être que je suis le seul, on est passé mais dans une autre galaxie. Hein. Je voulais juste vous entendre réagir là-dessus. Oui, moi je pense, alors je vais peut-être me porter un petit peu en porte-à-faux. À l'heure actuelle, je trouve que le médium en lui-même, il bouge énormément. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront envie d'aller en salle, comme il y a toujours des gens qui vont au théâtre, comme il y a toujours... Bon. Maintenant, la question vraiment centrale que tu soulèves, Bruno, pour moi, c'est quand tu dis, quand on va voir un diffuseur, il y a quelqu'un qui se mêle dès le début de l'histoire... Parce qu'elle développe avec toi. Je sais bien, et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que le problème d'avoir des groupes et tout ça, le problème de la question de l'indépendance, c'est qu'on finit par écrire, j'insiste, sur un marché qui est certes créé, mais c'est un marché. Et donc on n'est plus, il y a un vrai risque aujourd'hui culturel de la perte de sens. La culture n'est plus de sens. C'est-à-dire qu'on n'écrit plus pour dire quelque chose au monde, on écrit pour faire X clics. Et mieux que ça, on va vous dire à l'avance ce qu'il faut qu'il y ait dans le scénario de façon à ce que les algorithmes fonctionnent. Donc le vrai, que ça se passe au cinéma, que ça se passe sur une tablette, que ça se passe devant un écran de télé, que ça se passe sur votre iPhone, en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pas le problème à l'heure actuelle, pour moi, en tant qu'auteur, il n'est pas là. Il est est-ce que quand j'écris quelque chose, ça fait sens? Et est-ce que la personne qui le produit partage mon sens? Sinon, on va se retrouver avec des heures et des heures et des heures de quoi? Parce que c'est ça le vrai danger, hein, c'est de faire clic, 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 et ça devient, c'est plus de la culture, c'est de l'abrutissement. Donc du coup, les enjeux de demain, ce sont ceux-là, et ça pose la question justement de l'international. Parce qu'à partir du moment où on commence à être dans l'international, on commence à mettre beaucoup de pognon. Donc, il commence à y avoir des groupes derrière. Donc, il faut une rentabilité. Donc, on n'est plus en train de penser création, on est en train de penser argent.
Et donc, pour moi, le vrai cœur, le vrai nerf de la guerre, il se situe là plus que dans les salles. Et c'est pour ça que je pense que Thierry Frémaux, il aurait mieux fait de présenter la chose autrement que simplement en opposant réalisateur et scénariste. Parce que ça, c'était en gros auteur. Qui est auteur? Ça, c'est stupide. Quand on déplace la chose et qu'on ne va pas sur le terrain, qui est le terrain politico-financier, eh ben, on met des gens, on met en concurrence quoi, des médiums, on met en concurrence des artistes. C'est pas là pour moi que ça se joue. La question se joue vraiment sur qu'est-ce que va proposer Netflix. Prend tout. Il faut être clair et à un moment, il faut dire les choses. Toujours la même question en fait depuis Molière en passant par Balzac et Zola, la question du sens s'est toujours posée quoi. Quand on regarde les Précieuses ridicules, quand on lit les Précieuses ridicules ou qu'on lit les Illusions perdues de Balzac, on est toujours dans la même chose, ou dans l'œuvre de Zola quoi. Donc le problème du contemporain, c'est de faire face à qu'est-ce que c'est le sens. Qu'est-ce que c'est le sens aujourd'hui par rapport aux gens qui retiennent le sens? On est toujours dans cette question-là. La question du financement aujourd'hui, les sommes qu'il y a aujourd'hui, ça commence quoi? Véritablement, le nœud, quand on lit le nouvel Hollywood, ça commence avec les Spielberg, les Dents de la Mer, l'Exorciste. D'un seul coup, les studios commencent à voir l'internationalisation, commencent à voir l'argent qu'ils peuvent faire avec ça. Et donc là, commence à se jouer quelque chose que Molière ne connaissait pas. Lui, il connaissait un autre problème en termes de financement, on va dire ça comme ça. Mais là il s'agit de poser non, mais la question est de savoir est-ce qu'on peut écrire le Tartuffe avec les gens qu'il y a aujourd'hui derrière les écrans. Et c'est même plus. Mais c'est même pas une histoire, justement, et ça c'est intéressant, parce que là aujourd'hui on n'est même plus dans une histoire de censure politique, on est dans autre chose, on est dans une censure financière, c'est-à-dire on va vous dire ça ne rapporte pas d'argent. Je voudrais revenir sur l'international. Claude avait un mot à ajouter, je crois. Oui, non, c'était aussi sur cette notion de la place de la salle. Nous, un concours d'entrée de l'école, il y a 1000 candidats, donc c'est pas non plus toute une jeunesse. Mais force est de constater quand même qu'il y a de moins en moins de jeunes qui voient des films dans la salle. Ils iront après. Il y a de moins en moins de jeunes qui regardent la télévision. La majorité des jeunes regardent plus des films dans la salle, plus. Donc, à un moment donné, moi, je suis complètement d'accord pour dire tout est politique. C'est aussi une constatation que nous, on fait à l'international. C'est là-dessus que je voulais rebondir sur l'international. C'est que tu vas en Afrique, tu vas en Birmanie, tu vas là, la salle disparaît. Ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Et que ce combat, c'est pas simplement être ostentatoire sur le team, ils vont y revenir. Moi, je pense qu'on ne va revenir à la salle que si il y a un certain nombre de choses qui se passent. On était là, il y a le CNC qui fait tout un plan sur la numérisation et pour aider les exploitants de la France à passer. Voilà. Aujourd'hui, on revenait sur l'histoire de groupes, de créer des groupes. Les groupes les plus puissants, j'ai l'impression, moi, par rapport au cinéma, c'est les groupes de distribution. C'est-à-dire que tu vas aller voir un film, tu prends ton appli, tout le monde a une appli. Tu tapes le machin, tu vas dans le petit cinéma au fin fond de là, il n'y a pas d'appli, machin, etc. Et tu tombes face à des gens qui sont exsangues, qui sont fatigués. Et nous, on était là pour écouter justement les exploitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils disaient, nous on n'en peut plus. Déjà, on a subi le fait que maintenant, il y a des projections numériques. Et voilà, il va falloir encore qu'on se forme aux applis. Et je pense... Alors, on était là, l'école, pour leur proposer justement d'avoir des parrains jeunes qui accompagnent les exploitants du petit village, machin, etc. Or, la salle de cinéma, c'est le seul endroit de la culture dans ces villages-là. Et par rapport à tout ce qui est cette espèce moi, par rapport aux Gilets jaunes, comme ça, il y avait l'article d'Aubenas qui disait, une des femmes Gilets jaunes dit « Enfin, j'ai pu lever mon cul de mon divan. Au lieu de regarder la télé, je suis allé discuter avec des vrais gens. » Et ben, je pense que le combat politique, il est là. Il est comment est-ce que non seulement on va ramener des gens à une salle, mais surtout les enlever de l'ordinateur, les enlever d'une appli, et puis se parler. Moi, je voulais dire quid de l'international, excusez-moi, 30 secondes, c'est l'intérêt de notre cinéma à la circulation
circulation du film. C'est à ce titre-là que je me plaçais, c'est-à-dire que nous sommes un des rares pays, non seulement à ce que notre cinéma puisse circuler et donc peut-être penser à l'international dans la création aussi, mais aussi, on est aussi un des rares pays à recevoir tous les films du monde entier. Donc on est une véritable plaque tournante, à la fois pour pouvoir exporter nos films, et donc bravo d'être soi-même, etc. Mais à les recevoir aussi. On peut voir des films de tous les pays du monde. Absolument. Et pour recadrer ces questions internationales, plus spécifiquement aux questions d'écriture et de scénario qui nous intéressent, nous allons devoir malheureusement, enfin heureusement pour la table ronde suivante, passer la main. Mais je vous invite éventuellement à revenir pour une table ronde demain matin à 9h45 sur la question des droits d'auteur français et américains. Je pense qu'effectivement, par un autre biais, ces points-là devraient également être soulevés. Je remercie tous nos invités d'avoir été si politiques.